C'est pas la bonne maison. Mais c'est qu'un gosse. Papa, j'ai rien fait, c'est pas vrai. T'as déjà regardé une série et réalisé à 3h du matin que t'avais plus confiance en personne? Ni au personnage, ni à toi-même. C'est ça un bon thriller psychologique. Pas de monstres, pas d'explosion. Juste des êtres humains qui se manipulent, se détruisent et te font douter de tout. 18 séries, classées du très bon jusqu'à l'inévitable. Certaines vont te tenir éveillé. Une en particulier va te hanter. On commence. Bonjour, on vient chercher Lucia. Vous savez, Rebecca, la propriétaire. Je viens pour ménage. Personne vit ici, c'est location de vacances. Numéro 18. The Stolen Girl. Une mère laisse sa fille de 9 ans dormir chez une nouvelle amie d'école. Le lendemain matin, elle revient chercher son enfant. La maison est vide. La famille d'accueil a disparu sans laisser de traces. Et la petite fille avec. Ce qui frappe ici, c'est la froideur. Pas de dramaturgie gonflée. Juste une mère qui traverse une Europe qui s'en fout d'elle. Qui suit des pistes numériques, des fausses identités, des frontières. C'est épuisant dans le bon sens. Tu ressens le sol se dérober sous tes pieds à chaque épisode. Le défaut, la résolution arrive un peu vite. Mais la chasse, elle, est implacable. La maison était vide. La famille avait disparu. 그냥 지금 죽을까? 이사한 지 일주일이 지났다. 하지만 크게 상관없다. 괜찮으세요? Numéro 17. Sweet Home. Un adolescent emménage dans un immeuble délabré après avoir perdu toute sa famille. Et là, sans prévenir, la ville bascule. Les gens se transforment en créatures. L'immeuble devient leur seul refuge. C'est du thriller coréen à l'état pur. L'horreur vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur de chaque personnage. La question qui revient tout le temps, jusqu'où t'es prêt à aller pour survivre? Et est-ce que tu restes humain quand tu y arrives? 3 saisons disponibles. La première est la meilleure. Les 2 autres tiennent la route. Il devait choisir entre rester humain et rester vivant. Who's your favorite artist? Swarm. Une jeune femme passe ses journées à défendre sa chanteuse préférée sur Internet. Obsession totale. Et quand une tragédie personnelle la percute, quelque chose se brise en elle. Elle prend la route. Et les gens qui critiquent son idole sur son chemin commencent à mourir. C'est de la satire noire ultra radicale. Dominique Fishback porte tout le film sur ses épaules. Le moment où l'obsession digitale devient physique, t'as plus envie de sourire. C'est fait pour un public très précis. Si t'es dans la cible, t'oublies pas cette série. Le problème, si t'es pas dans la cible, t'es perdu dès l'épisode 2. Elle défendait son idole, et personne d'autre n'avait le droit de la critiquer. Something's been bothering me a little. I have done all the things. The house, the meals. Where is the payback? I'm very attracted to you. Oh. Would you be interested in having an affair? Numéro 15. Love and Death. Une femme au foyer dans une petite ville du Texas décide de pimenter sa vie conjugale avec une relation secrète, organisée, planifiée, avec un homme de son église. Pendant un moment ça tient, et puis ça s'effondre de la façon la plus brutale qui soit. Elizabeth Olsen joue Candy Montgomery, et c'est une performance qu'on n'attendait pas d'elle. Elle incarne la mère parfaite qui fait des choix terribles avec une conviction absolue. C'est basé sur une histoire vraie, et c'est exactement ce qui rend l'ensemble si inconfortable. Un geste, une vie entière qui bascule. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est ici que l'agression s'est produite. Et c'est ici que Joe Burkett a été assassiné. Numéro 14. Fool Me Once. Maya revient aux funérailles de son mari. Et quelques jours plus tard, une caméra cachée dans sa maison lui montre ce mari jouer avec leur fille, vivant, alors qu'il est censé être mort. Harlan Coben sait construire un mensonge. Et cette série française adaptée de son roman tient le spectateur dans une tension continue. La famille du mari, une dynastie anglaise au secret profondément enfoui, est franchement terrifiante. Michelle Keegan est excellente. Le défaut, le dernier épisode en fait un peu trop. Mais jusqu'à là, tu peux pas décrocher. Il était mort. Elle l'a vu sur la caméra. Vivant. C'est son heure, sinon il va se dérégler, il dormira pas, mon mari oublie tout le temps. Madame, vous pourrez lui passer un coup de fil dès qu'on sera arrivé au poste. Montez Médecin dans la voiture. Médecin!
Retirez votre chemise. De profil. Donnez-la à ma collègue. Bonjour, Madame Tanetti. Je suis le lieutenant Dan Leroy. Voici le lieutenant Harry Ambrose. On aimerait vous poser quelques questions. Numéro 13, The Sinner. Un policier obsessionnel enquête sur des meurtres dont les coupables sont connus dès le départ. La question c'est jamais qui, c'est toujours pourquoi. Bill Pullman est magnétique dans ce rôle d'enquêteur qui s'accroche à chaque affaire avec une intensité qui cache quelque chose. Chaque saison est indépendante. La première avec Jessica Biel reste la plus forte. Le concept est malin, on te prive du suspense classique pour te forcer à aller chercher quelque chose de plus profond. C'est lent, c'est voulu et ça marche. On sait qui a tué. La question c'est pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? Require apologizing for the past. Did you mean what you said? I don't need you to vote, only to protect me. Rest assured, Mum. Numéro 12. Bodyguard. David Budd, vétéran de guerre avec un PTSD pas réglé, est affecté à la protection de la ministre de l'Intérieur britannique. Une femme dont les positions politiques l'horrifient. Et des menaces arrivent de partout. La scène du balcon dans le premier épisode. Si t'as vu la série, tu sais de quoi je parle. Si t'as pas vu, prépare-toi. Le rythme est un sprint permanent. Richard Madden y est méconnaissable. Le défaut, quelques twists politiques un peu trop commodes en fin de saison. Mais l'anxiété de base, elle, est réelle et constante. Il devait protéger une femme qu'il méprisait. Et mourir pour elle si nécessaire. Numéro 11. Dark, une petite ville allemande, des enfants qui disparaissent et un voyage dans le temps qui s'étend sur 3 générations et 4 époques. C'est pas juste un thriller, c'est une machine narrative d'une précision chirurgicale. Chaque détail compte, chaque visage réapparaît 30 ans plus tard. C'est la série qui prouve que l'Allemagne peut faire de la science-fiction à un niveau que peu de pays atteignent. Seul avertissement, il faut un arbre généalogique pour suivre. Sérieusement, prépare une feuille de papier. Tout ce qui arrive a déjà eu lieu. Et tout ce qui a eu lieu va encore arriver. On entre dans le top 10. Les séries qui suivent, t'as pas le droit de passer à côté. What if after you die, part of you goes to heaven, part of you stays here? Just to see how things turn out. Wind Gap. Numéro 10. Sharp Objects. Camille Pricker, journaliste avec des cicatrices littéralement gravées dans sa peau, retourne dans sa ville natale pour couvrir le meurtre de 2 adolescentes. Sa mère l'y attend. Sa demi-sœur aussi. Et tous les secrets qu'elle avait fuis. Amy Adams est bouleversante. Jean-Marc Vallée réalise avec cette caméra hantée qui superpose le présent et les flashbacks sans prévenir. C'est étouffant, magnifique et douloureux. La dernière scène post-générique du final est une des plus terrifiantes de la décennie. Pas de jumpscare. Pas d'action, juste de la douleur qui remonte à la surface. Elle était revenue pour couvrir un meurtre. Elle avait surtout fui quelque chose qu'elle portait sur elle. Je pense que cette femme tue à l'échelle internationale et qu'elle a déjà pris pour cible un certain nombre de personnes influentes dans le monde. Numéro 9. Killing Eve. Eve Polastri, analyste de renseignement ennuyée par son travail, tombe sur la piste d'une tueuse à gages hors du commun. Et entre ces deux femmes, quelque chose de totalement irrationnel se met en place. Sandra Oh et Jodie Comer. La dynamique entre elles deux est ce que la télévision fait de mieux. Villanelle et peut être le personnage le plus fascinant de la décennie. Drôle, mortelle, magnétique. On sait qu'elle est dangereuse, on veut qu'elle rappelle quand même. Les saisons 3 et 4 déçoivent un peu, mais les 2 premières sont parfaites. Elle pourchassait une tueuse, et elle voulait qu'elle lui téléphone. Why'd it take you so long to report it? I think she needs help. She comes to my work, my house. She sends me emails like all the time. Numéro 8. Baby Reindeer. Un humoriste en galère offre un café à une inconnue dans son bar. Elle dit qu'elle est avocate. Il la croit. Et cette inconnue va passer les années suivantes à envahir toute sa vie. Richard Gad a vécu ça. C'est sa propre histoire. Et c'est ce qui rend chaque minute de cette série insupportablement réelle. Ce n'est pas un thriller sur une stalkeuse. C'est un thriller sur la culpabilité, sur le traumatisme qu'on enfonce tellement profond qu'il ressort sous des formes qu'on reconnaît pas. 6 Emmy Awards, un niveau d'écriture qu'on voit pas souvent. 7 épisodes, aucun de trop. Ce qu'il voulait pas admettre, il aimait ça d'une certaine façon, et ça lui faisait horreur. Il faut que je sache qui tu es vraiment. Je me suis déjà trompé sur les gens dans le passé. Est-ce que tu me suis? Numéro 7. You. Joe Goldberg est libraire. Il est charmant,
cultivé, attentionné, et dès qu'il croise une femme qui lui plaît, il la traque, il l'obsède, il la manipule, il pense que c'est de l'amour. Ce qui rend cette série brillante, c'est qu'on est dans sa tête. Sa voix off te justifie tout, et pendant un moment on le croit, on comprend ses raisonnements. Et puis, on se rappelle ce qu'il fait vraiment, et on se sent mal d'avoir compris. Penn Badgley est terrifiant précisément parce qu'il est sympathique. Les saisons 1 et 2 sont excellentes, la 3 est correcte, la 4 divise, mais le personnage reste unique. Il pensait que c'était de l'amour, le problème c'est qu'il le croyait vraiment. Des fausses pièces d'identité, des lettres de banque. Dis-moi ce qui se passe, Tom. T'es cinglé? Je ne lui fais pas confiance. C'est un menteur. C'est sa profession. Numéro 6. Ripley, New York, 1960. Tom Ripley, petit escroc sans envergure, est engagé pour aller chercher en Italie le fils d'un riche industriel. Il part, il rencontre le fils. Et il décide de devenir quelqu'un d'autre. Filmé en noir et blanc par Steven Zaillian, cette adaptation des romans de Patricia Highsmith est une œuvre visuelle à part entière. Andrew Scott joue Ripley avec une froideur calculée qui coupe le souffle. Chaque mensonge est construit comme une architecture. Et tu regardes cet homme bâtir sa vie de la même façon qu'on regarde un prestidigitateur. Fasciné, horrifié, incapable de détourner les yeux. 8 épisodes. Peabody Award, un des meilleurs visuels de la décennie. Il est allé chercher quelqu'un d'autre, et il est revenu à sa place. On arrive dans le top 5. À partir d'ici, c'est pas juste du bon, c'est du nécessaire. Les psychopathes sont convaincus d'être tout à fait normaux. Ils sont donc quasiment impossibles à étudier. Mais vous avez trouvé une méthode s'approchant de la perfection. Bonjour, mesdames. C'est ce qui rend tout cela si passionnant et potentiellement significatif. J'arrive à comprendre ces hommes, Debbie. La façon dont ils voient le sexe. Et les femmes. Numéro 5. Mindhunter. FBI, fin des années 70. Holden Ford et Bill Tench développent la première unité de profilage criminel de l'histoire. Pour comprendre les tueurs en série, ils vont leur parler, en face à face, dans leur cellule. David Fincher produit et réalise plusieurs épisodes, et ça se voit dans chaque plan. La tension dans cette série ne vient pas du sang, elle vient des conversations, du silence entre deux phrases. Du sourire de Ed Kemper qui dure 1 seconde de trop, 97% sur Rotten Tomatoes, et Netflix a annulé la saison 3, c'est un crime. Ce que j'admets à contre-cœur, quelques épisodes mi-saison 2 traînent, mais Ford face à Manson reste une des scènes les plus intenses de la télévision. Ils ont voulu comprendre comment pense un tueur. Le problème, c'est que ça a marché. Numéro 4. Adolescence. Un matin. La police débarque chez les Miller, leur fils de 13 ans est accusé du meurtre d'une camarade de classe. Et en 4 épisodes filmés chacun en plan séquence continue, on assiste à l'effondrement d'une famille ordinaire. Stephen Graham est bouleversant en père qui comprend pas. Qui veut croire son fils? Qui essaie de réconcilier l'enfant qu'il connaît avec ce qu'on lui dit qu'il a fait? La série avance comme un cauchemar éveillé. Pas de coupe, pas d'échappatoire. Tu es coincé dans chaque pièce avec ces gens. Pas une seule fausse note, pas un seul moment de trop. C'est brutal, c'est humain, ça reste. Le père regardait son fils, et il savait pas qui il voyait. Pourquoi ils m'ont tiré? C'est ça que je comprends pas. Je trouve avec ce secret inavouable. Numéro 3. Big Little Lies. Une communauté aisée en bord de mer en Californie, 3 femmes, des vies qui semblent parfaites de l'extérieur. Et sous la surface, de la violence, de la honte, des secrets que personne n'est prêt à dire à voix haute. Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley. Jean-Marc Vallée à la réalisation. C'est opulent, c'est beau, et c'est exactement cette beauté qui rend la douleur en dessous encore plus difficile à regarder. La série comprend quelque chose que peu d'autres osent. Les situations les plus dangereuses ne sont pas dans les ruelles sombres, elles sont dans les maisons bien éclairées. Le défaut, quelques montages musicaux un peu trop complaisants, mais le reste est impeccable. Tout paraissait parfait. C'est toujours là que ça fait le plus mal. Et si ça me rendait tellement triste et que j'avais tellement peur d'être dans le noir que je me mettais à prendre du poison. Numéro 2. The Haunting of Hill House. La famille Crane a passé un été dans une vieille demeure hantée. Des années plus tard, les 5 enfants devenus adultes portent tous les séquelles de cet été-là. Et quand l'un d'eux revient à Hill House, tout remonte. Mike Flanagan transforme le genre. C'est pas de l'horreur. C'est une série sur le deuil, la dépression, le trauma familial. Les fantômes sont réels, mais ils sont surtout des métaphores. Chaque épisode suit un enfant différent.
Et l'épisode 6, filmé en quasi-plan séquence, est parmi les 20 meilleures heures de télévision jamais produites. Laisse-toi surprendre par ce que tu vois dans les décors. Flanagan cache des fantômes dans chaque plan, vraiment. La maison gardait tout le monde à l'intérieur. Même ceux qui étaient partis. Et le numéro 1. T'en avais entendu parler. Tu savais que ça allait être là, et c'est là pour une raison. Numéro 1. Ripley? Non. Dark? Non. Numéro 1. Unbelievable. Il m'a d'abord attaché les mains. Il a dit que si jamais je criais, il me tuerait. Aucun signe d'effraction. Les portes et fenêtres étaient fermées à clé, pas de traces ADN. Absolument aucun voisin n'a vu ou entendu quoi que ce soit. L'agresseur avait de quoi la bâillonner, mais rien pour l'attacher. Des lacets auraient suffi à l'immobiliser. Marie a tout inventé. Je suis à peu près sûre qu'un homme m'a violée. À peu près sûr ou complètement sûr? Il me posait les mêmes questions. Elle tient pas la route, votre histoire. Je voulais partir, rentrer chez moi. Il n'y a aucune victime ici. C'était du vent. Elle a tout inventé. Unbelievable. Une adolescente signale un viol. Les enquêteurs la pressent, la poussent à douter d'elle-même, à retirer sa plainte. Elle le fait. Et on la poursuit pour fausse déclaration. Des années plus tard, 2 inspecteurs dans un autre état remarquent une série d'attaques identiques. Et elle commence à remonter la piste. Cette série est basée sur une histoire vraie documentée par ProPublica et The Marshall Project. Et c'est ce qui lui donne son poids. Toni Collette et Merritt Wever jouent les 2 inspecteurs avec une sobriété absolue. Caitlin Dever joue la victime avec une retenue qui brise quelque chose en toi. Pas de climax spectaculaire, pas de confrontation dramatique, juste la vérité qui revient, lente et implacable, sur un système qu'il avait enterré. Le défaut, il n'y en a pas. C'est une des séries les mieux écrites, les mieux jouées et les mieux construites de la décennie. Il lui avait dit qu'elle mentait, elle s'était mise à le croire. Et des années après, quelqu'un avait cherché la vérité à sa place. 18 thrillers psychologiques. Dis-moi dans les commentaires laquelle t'a le plus marqué. Et si t'en as une que j'aurais dû mettre et que j'ai oubliée, je suis curieux. Abonne-toi, une nouvelle vidéo tombe chaque semaine. À très vite.